Bien, mesdames les ministres, monsieur le ministre, mes chers collègues, après la table ronde que nous venons de tenir sur la COP30, nous poursuivons l'audition de madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, sur le sujet tout autant crucial du projet de loi de finances pour 2026. Je salue également monsieur Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la transition écologique, madame Catherine Chabot, ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, qui nous ont rejoints pour ce second point de notre ordre du jour. Les conditions dans lesquelles le Sénat, et plus particulièrement notre commission, examine ce projet de loi de finances sont, vous le savez, très particulières. Le calendrier parlementaire est particulièrement resserré, l'incertitude politique demeure forte et le contexte budgétaire reste marqué par une dégradation préoccupante de nos finances publiques. Notre commission porte naturellement une attention toute particulière aux crédits qui concourent à la transition écologique. À première vue, le projet de budget pour 2026 pourrait sembler encourageant. Les dépenses dites vertes atteindraient 40 milliards d'euros contre 38 en 2025, mais il s'agit hélas d'un effet d'optique. Cette hausse apparente tient essentiellement à la baisse du coût de l'énergie qui renchérit mécaniquement le coût de soutien aux énergies renouvelables. Si l'on neutralise cet effet conjoncturel, le tableau devient plus préoccupant. Les crédits consacrés à la rénovation énergétique, à la décarbonation de l'industrie ou encore au fonds vert sont en réalité en diminution. Nous savons tous que la situation de nos finances publiques limite nos marges de manœuvre, mais nous ne pouvons ignorer dans le même temps les alertes répétées sur les conséquences d'un ralentissement de la transition écologique. Je pense notamment à l'audition du Haut Conseil pour le climat en juillet dernier, ou encore à la table ronde sur la haute mer organisée la semaine passée. Dans ce contexte, j'aimerais vous entendre, mesdames les ministres, monsieur le ministre, sur deux points essentiels. Estimez-vous que ce projet de budget est à la hauteur des enjeux de la transition écologique? Et quels enseignements tirez-vous des débats en cours à l'Assemblée? Je ne serai pas plus long et je vous cède à présent la parole pour un propos liminaire. À l'issue, nos rapporteurs budgétaires interviendront ensuite. Il s'agit de Pascal Martin sur les crédits relatifs à la prévention des risques et Guillaume Chevrollier sur les crédits relatifs au paysage, à l'eau, à la biodiversité. Je ne vois pas Fabien Genet. Et également Guillaume Chevrollier sur les crédits relatifs à la transition énergétique et au climat. Nous ouvrirons enfin une séquence de questions-réponses avec l'ensemble des commissaires. Ça, c'est mon dossier, ça. Oui. Je vous donne la parole. Oui. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chère Catherine, cher Mathieu, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens de nouveau à vous remercier de nous accueillir ainsi dans votre commission pour évoquer le portefeuille de ce ministère et les politiques que nous entendons mener à sa tête avec Catherine Chabot et Mathieu Lefèvre. Tout à l'heure, à l'instant, j'ai eu l'opportunité de vous parler au travers des enjeux de la COP30 de la dimension internationale de notre action au sein de ce ministère. Nous allons maintenant vous présenter l'action que nous mènerons ici en France. Cette séparation a quelque chose d'arbitraire puisque les politiques écologiques s'inscrivent toutes dans un continuum. Elles se négocient à l'international et elles s'incarnent nationalement. Elles se déclinent territorialement, mais surtout, elles se vivent localement. La lutte contre le dérèglement climatique a occupé une grande partie de ma carrière. J'ai eu l'opportunité de défendre ces convictions au sein et auprès d'organisations internationales. Ce choix, je l'ai fait parce que je sais que nous ne parviendrons pas seuls à lutter contre le dérèglement climatique, qu'il nous faut trouver des accords entre États pour éviter que chacun d'entre nous soit impacté dans son quotidien. Ce qui était hélas prévisible et annoncé se confirme. Nous assistons effectivement à la multiplication des aléas climatiques. L'incendie du massif des Corbières cet été, les cyclones Chido à Mayotte et Garance à La Réunion, ou encore les orages intenses qui ont frappé le sud-est en septembre dernier, sont les premiers signes d'un climat qui se dérègle et d'une biodiversité
qui s'érode. Et pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de contester la réalité du changement climatique. Nombreux sont ceux qui voient dans les politiques écologiques une contrainte, voire une punition. Nombreux sont ceux qui refusent d'en faire une priorité de nos politiques publiques. Pour ma part, je me refuse à baisser les bras. L'écologie n'est pas une cause annexe. C'est ce qui nous permettra de garantir que notre planète restera viable demain. Pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Ceci étant dit, la lutte pour l'avenir ne nous exempte pas des réalités actuelles. Dans un contexte budgétaire restreint, il est légitime que notre ministère limite ses dépenses. En 2026, notre budget sera stabilisé à hauteur de 8,4 milliards d'euros. Cette utilisation efficiente et ciblée des fonds publics permet de garantir les investissements dans certains secteurs clés pour la transition écologique. C'est pourquoi nous préservons par exemple le fonds chaleur à son plus haut niveau historique, soit 800 millions d'euros. Par ailleurs, nous misons aussi sur une mobilisation accrue des capitaux privés afin d'amplifier nos investissements en faveur de la transition écologique. Un État qui oriente, un État qui cadre, un État qui incite. C'est ma vision des politiques écologiques. Dans cette perspective, les certificats d'économie d'énergie sont amenés à occuper une part grandissante de nos financements. Selon nos estimations et selon la mobilisation qu'en feront les particuliers, en 2026, ils pourraient apporter un complément de financement de 2 milliards d'euros. 600 millions d'euros pour le bonus écologique, 400 millions d'euros pour le leasing social et jusqu'à 1 milliard d'euros pour ma prime Rénov'. Au même titre que la lutte contre les gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique est un impératif qui doit être intégré dans nos politiques publiques. Il y a désormais une urgence à réduire nos vulnérabilités. Sur ce point également, notre budget fait preuve d'une stabilité. Vous vous étiez battu l'an dernier pour porter le fonds Barnier à 300 millions d'euros. Ce budget sera conservé cette année. Il en va de même de l'enveloppe dédiée à la prévention du risque de retrait gonflement des argiles qui sera de 30 millions d'euros en 2026. Je sais également combien vous êtes sensible à l'accompagnement des collectivités territoriales. C'est une préoccupation que nous partageons. Nous voyons dans les collectivités territoriales des partenaires incontournables. Leur action est déterminante pour relever ce défi du dérèglement climatique et concrétiser la transition écologique sur l'ensemble du territoire. À cet égard, j'entends les regrets exprimés quant à la diminution des ressources du Fonds vert. Rappelons tout de même que 2026 sera une année électorale et que nous pouvons, sans trop de risques, anticiper un ralentissement de leurs investissements. Sur d'autres sujets clés, tels que la gestion de l'eau, nous renforçons au contraire les moyens et l'accompagnement. Ainsi, le plafond des redevances des agences de l'eau sera augmenté à minima de 50 millions d'euros. Elles pourront ainsi apporter des aides au plus près des territoires pour soutenir les projets portés par les collectivités territoriales compétentes en matière d'eau et d'assainissement. Nous souhaitons en outre que la redevance sur les rejets des PFAS entre en vigueur au plus vite. Il y a là aussi un sujet de soutien financier des collectivités qui font face à des contaminations. Pour cela, nous devons préciser par amendement le dispositif créé par la loi du 27 février 2025 afin de couvrir l'ensemble des rejets. Concernant la trajectoire de hausse de la TGAP, c'est une réponse au recours encore trop élevé à l'enfouissement et à l'incinération. Il en va de même quant à la création d'une taxe sur le plastique assise sur la quantité des déchets plastiques non valorisés. Rappelons que
que notre pays verse chaque année 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne au titre de la ressource propre sur les déchets plastiques non recyclés, et que nous proposons, pour ne pas avoir à payer 1,5 milliard par an, une taxe de 30 millions d'euros, et que cette taxe vient d'être rejetée par l'Assemblée nationale. Je donc vous mets ça, si vous voulez, immédiatement 1,470 milliard d'euros d'économies sur le budget de l'État. C'est juste une taxe de 30 millions d'euros dont nous parlons. Et donc, il est clair que notre objectif est d'éviter que le contribuable français soit redevable de cette sanction en encourageant des comportements bien plus vertueux. Nous ne délaissons pas les collectivités locales et les acteurs économiques. Ils pourront notamment compter sur la mise en place d'une TVA 5,5 sur le tri et le recyclage. Voilà, en quelques minutes, une présentation très succincte du budget porté par ce ministère. Vous le savez, il s'agit d'une base de travail qui doit être amenée à évoluer au gré de vos débats et des compromis qui pourront être trouvés. Je tiens simplement à encore vous demander de ne pas faire de ce ministère la variable d'ajustement de l'ensemble des politiques que vous aurez être amenés à regarder dans leur grand ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole. On va aller dans l'ordre, Mathieu Lefebvre. Non, on va direct aux questions. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai décidé Comme que vous Mathieu Lefebvre et comme- Catherine Chabot Comme vous voulez. seraient Je vous ceux donne la qui présidence. vont- Non. Je vous cède la présidence, il n'y a aucun problème. Moi, ça- vous savez, le travail bien fait par les autres, ça ne me dérange pas, moi. Ça ne me dérange pas. Ils vont- Bien, eh ben, je vais donner la parole au rapporteur, Pascal Martin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues. En ma qualité de rapporteur budgétaire pour avis sur les crédits relatifs à la prévention des risques et à la sûreté nucléaire, 2 points qui ont trait au projet de loi de finances pour l'année prochaine méritent à mes yeux d'être évoqués, que vous avez d'ailleurs à l'instant, Madame la ministre, évoqué à votre tour dans votre présentation synthétique. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la création, au sein du programme 181, Prévention des risques, d'une nouvelle action, l'action numéro 15, consacrée au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Je salue cette initiative qui permet enfin d'apprécier l'effort du gouvernement à destination de ce risque qui est en passe de devenir, à l'horizon 2050, dans moins de 25 ans, le premier risque assurantiel de notre pays. Néanmoins, c'est une bonne chose d'un côté, mais la faiblesse des montants inscrits sur cette ligne budgétaire quelque peu m'interpelle. 30 millions d'euros en autorisation d'engagement et 15 millions d'euros en crédit de paiement. Ces montants modestes sont en effet en décalage au regard du coût de la sinistralité induite par ce phénomène. Pourriez-vous en conséquence nous préciser les conditions dans lesquelles vont être mobilisés ces crédits budgétaires et à quelle fin? Pourriez-vous par ailleurs nous donner plus d'informations sur la nature de l'expérimentation qui a été lancée au début du mois dernier dans 11 départements afin de lutter contre ce phénomène dévastateur qu'est le retrait-gonflement des argiles? Seconde constatation, et c'est un véritable marronnier au Sénat, moi ça fait maintenant 6 ans que je rapporte les crédits prévention des risques, l'épineuse question des crédits attribués au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Madame la Ministre, avec vos chiffres. Je m'explique. Le montant des crédits demandés à ce jour sur le projet de loi de finances 2026 s'élève à 228 millions d'euros en crédit de paiement, et non pas 300 millions. Nous sommes loin des 300 millions d'euros engagés l'an passé, et bien plus loin encore du montant correspondant aux recettes du prélèvement sur la garantie CatNat, abondant le budget général depuis 2021. Ce prélèvement, dont le montant est estimé l'année prochaine à 470 millions, avait pourtant pour finalité
exclusive le financement de mesures de prévention des risques. Comment expliquez-vous et justifiez-vous ce décalage entre l'abondement de 470 millions d'euros en 2026 et l'inscription en crédit de paiement pour cette même année prochaine à 228 millions d'euros? Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous voulez répondre maintenant au rapporteur ou est-ce que je donne la parole à Guillaume Chevrollier? Mathieu Lefebvre va se faire un grand plaisir de répondre. Comme ça, vous l'entendrez. Allez-y. Non, je vous en prie, on va co-gérer la présidence de la... Il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, pour votre accueil dans votre commission. Et s'agissant, Monsieur le rapporteur, du retrait-gonflement des argiles, c'est en effet un sujet majeur dans de nombreuses régions, dont le Nord, où il y a en effet une expérimentation. Le premier des progrès dans le projet de loi de finances pour 2026, c'est que figurent des crédits de paiement. Il n'y en avait pas dans le projet de loi de finances pour 2025, précisément parce que les actions n'avaient pas pu encore être concertées et mises en place par les préfectures considérées. J'ai notamment fait un point avec la préfecture du Nord. Le sujet, c'est comment les préfectures arrivent à faire le lien avec les concitoyens qui s'attendent plutôt, je vais faire le lien avec votre question, à des dépenses de réparation qu'à des dépenses de prévention. Or, ces crédits sont destinés à des dépenses de prévention. Et le gros des dépenses, ce sont en effet des dépenses de réparation. Il y a évidemment le régime des catastrophes naturelles qui peut y procéder, mais moi, ma conviction, monsieur le rapporteur, c'est que on pourra aller plus loin uniquement si on mobilise le privé et si on met les assurances autour de la table pour y parvenir, compte tenu de la raréfaction des crédits budgétaires. En tout état de cause, il est indispensable de faire en sorte que ces 30 millions d'euros pour la prévention puissent être mobilisés. La ministre est en lien évidemment avec les préfets concernés, mais peut-être qu'on peut s'améliorer dans la façon de communiquer à l'endroit des habitants qui sont concernés par ce sujet, étant entendu que parfois on est concerné, mais on ne le sait pas, parce que précisément, on n'a pas de fissure sur sa maison. Donc, on doit continuer à faire le lien, et on peut vous tenir informé, département par département, monsieur le rapporteur, de l'état d'avancement. Sur le second sujet, sur le fonds Barnier, il a été, comme vous le savez, rebudgétisé en 2021, et donc principe d'universalité budgétaire. En autorisation d'engagement, il reste malgré tout à 300 millions d'euros. Après, en crédit de paiement, il est en effet à un niveau inférieur, mais j'imagine qu'au cours de l'exécution budgétaire, si les crédits devaient être déployés sur la base des autorisations d'engagement, peut-être pourrait-on aller plus loin. Et en tout état de cause, ce projet de budget, comme l'a dit le Premier ministre et comme l'a dit la ministre, c'est un point de départ. Et évidemment, le Parlement est libre de faire évoluer cette enveloppe. En revanche, sur la totalité des crédits qui sont ouverts à destination de la prévention, on est quasiment à la surprime catastrophe naturelle. De l'ordre de, vous avez évoqué 470 millions d'euros, il y a à peu près 500 millions d'euros de dépenses qui y sont liées. Donc, si j'ose dire, on n'a rien perdu à la budgétisation. Voilà, les outils ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont d'ailleurs plus à votre main, à la main du Parlement. Vous pouvez plus les piloter. Mais au global, les enveloppes, sauf erreur, restent congruentes. Bien, je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier sur les crédits relatifs au paysage, à l'eau, à la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au terme de mes travaux préparatoires de rapporteur de crédit stratégique de la mission écologie, qui se termineront la semaine prochaine, j'aurais pu rencontrer la plupart des opérateurs de l'État des deux programmes, 113 et 159, dont j'ai la charge. 3 points retiennent particulièrement mon attention. Tout d'abord, une question un peu générale portant sur les économies prévues pour les comptes publics. Le budget des deux programmes est marqué par des économies, sans compromettre à mes yeux les efforts environnementaux. Pour le programme 113, 5% de réduction en crédit de paiement et 8% en autorisation d'engagement. Pour le programme 159, une augmentation liée uniquement au renouvellement du supercalculateur de Météo France qui avait été reporté. Je note cependant que des efforts très limités sont demandés aux opérateurs en termes d'effectifs, une diminution de 71 ETP pour les opérateurs des deux programmes qui comptent près de 12 000 ETPT. Êtes-vous prêt à aller plus loin en renforçant les synergies entre opérateurs
entre opérateurs et administrations, car lors de mon audition, notamment avec l'Institut national de l'information géographique et forestière, j'ai été alerté sur l'existence de doublons sur la cartographie, notamment avec des services de la DGFiP chargés du cadastre. Donc il y a peut-être des marges de manœuvre budgétaires à trouver. Au-delà de ces constats, entendez-vous mener une politique volontariste de simplification permettant que les crédits budgétaires puissent être orientés prioritairement sur de l'intervention directe attendue par nos concitoyens et par nos collectivités locales en particulier? Ma deuxième question portera sur les agences de l'eau. Le plafond des taxes perçues par les agences de l'eau qui constitue, là aussi, comme l'a évoqué mon collègue, un marronnier budgétaire. Cette année, il est relevé de 50 millions d'euros. C'est une évolution positive dans le contexte budgétaire contraint, même si elle demeure inférieure aux engagements pris dans le cadre du plan eau ou de la dernière discussion budgétaire. Pour autant, les comités de bassin au sein desquels siègent les différents acteurs ont voté des augmentations des taux de redevance destinées justement à renforcer les investissements. Le risque est donc que ces augmentations conduisent plus à alimenter le budget de l'État et donc sur le terrain, les acteurs ne verront aucun effet de l'augmentation des taux sur les investissements sur le terrain. Donc, sous réserve que cela ne conduise pas à gréver trop fortement le budget de l'État, seriez-vous ouvert à un geste supplémentaire en faveur des agences de l'eau? Et Madame la ministre, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué les 50 millions à minima, donc ça veut dire qu'il y a une ouverture possible. Et enfin, troisième question, s'agissant de l'intelligence artificielle. Comme je l'indiquais déjà l'année dernière dans mon rapport budgétaire, il s'agit d'un virage historique à ne pas manquer. En disant cela, je pense notamment aux opérateurs du programme 159, Météo France et IGN, pour qui l'intelligence artificielle pourrait conduire à des économies, voire à une révolution en termes de productivité et d'automatisation. Donc, quelle stratégie comptez-vous mettre en place dans ce domaine pour encourager et accompagner les différents opérateurs en matière d'intelligence artificielle? Et si le président me le permet, je vais embrayer sur le rapport de mon collègue Fabien Genet qui est souffrant. Donc, je vais procéder à la lecture de son rapport pour avis sur les crédits relatifs à la transition énergétique et au climat, qui est un enjeu essentiel de ce projet de loi de finances pour 2025, la réduction des dépenses publiques défavorables à l'environnement, communément appelées dépenses brunes. Comme l'a rappelé le président Longeau, ce budget s'inscrit dans un contexte particulièrement contraint. Les marges de manœuvre budgétaires se resserrent, alors même que les besoins de financement de la transition écologique atteignent un niveau inédit. La deuxième édition de la stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique, publiée la semaine dernière par le gouvernement, fixe un cap clair. Les investissements bas carbone devront doubler d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, une mobilisation accrue de l'investissement privé sera indispensable, mais l'investissement public devra lui aussi pleinement être au rendez-vous. Dès lors, la cohérence et la qualité de la dépense publique deviennent des leviers essentiels. Lors de son audition devant notre commission le 1er octobre dernier, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a justement souligné qu'il ne suffisait plus d'augmenter la dépense environnementale, mais qu'il fallait réduire dans le même temps les dépenses publiques dommageables à l'environnement. Le budget vert 2026 présente à première vue une diminution des dépenses défavorables à l'environnement estimée à 8,1 milliards d'euros contre 9,4 milliards en 2024. Mais cette baisse apparaît avant tout conjoncturelle, liée principalement à la baisse des prix de l'énergie. Aucune mesure structurelle de réduction durable de ces dépenses n'est véritablement identifiée dans ce projet de budget. Donc, mesdames les ministres, monsieur le ministre, dans un contexte de finances publiques dégradées et de nécessité de financer massivement la transition écologique, envisagez-vous de lancer une revue systématique des dépenses brunes de l'État afin d'identifier les leviers de suppression ou de réorientation? Je vous remercie. Avant de donner la parole à mes collègues, je vous propose de répondre au rapporteur budgétaire qui répond. Merci, monsieur le sénateur. Nous allons nous partager le temps de parole avec monsieur Lefebvre. Je suis d'accord avec votre premier constat, qui est que l'ensemble des opérateurs doivent prendre leur part
à l'effort collectif de rationalisation et d'optimisation des dépenses publiques. Alors, nous avons dans le projet qui vous est soumis, en fait, c'est une réduction de 216 équivalents temps plein que nous proposons de supprimer dans le budget 2026. Et ce n'est pas la première année que ce ministère fait ce type d'exercice. Sur la question, je dirais, globale, la façon dont nous voyons la chose, c'est on essaye de diminuer sur les fonctions support tout en préservant l'ensemble des services déconcentrés et les emplois en outre-mer. Enfin, il y a une partie des missions qui sont les nôtres, sur lesquelles nous ne faisons aucune économie, c'est celles qui sont liées à la prévention des risques. Car clairement, nous ne souhaitons pas prendre le risque justement de les restreindre et de mettre un certain nombre de ces métiers-là en danger. Il n'empêche que cela fait maintenant 3 semaines que j'ai pris mes fonctions et que je suis en train de réfléchir à des réorganisations plus globales de l'ensemble du système. Je ne veux pas en parler à ce stade parce que c'est un peu récent, mais je suis d'accord que quelque part, je voudrais beaucoup plus de ressources sur les missions qui sont les nôtres, mais en contrepartie, je suis prête à faire les efforts de structure si cela peut amener ces ressources supplémentaires en termes, encore une fois, de mission. En ce qui concerne votre deuxième question, qui sont les moyens octroyés aux agences de l'eau. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, nous travaillons dans un contexte qui est extrêmement difficile parce qu'on voit partout une raréfaction de la ressource et un déclin de la qualité de l'eau. Enfin, je veux dire, on a tous les jours une nouvelle alerte. Et donc, il faut leur garantir les moyens suffisants. Et c'est pour cela, comme vous l'avez dit, que nous avons relevé de 50 millions le plafond d'affectation des redevances. Mais nous aimerions bien aller au-delà de cet effort. Et nous avons pour cela besoin des amendements que peut-être vous aurez la bienveillance de vouloir porter à ce budget pour nous aider effectivement à aller bien au-delà et pouvoir traiter l'ensemble des questions auxquelles ces agences de l'eau sont aujourd'hui confrontées. Je pense au monde agricole en particulier, mais pas uniquement. Et je suis d'accord avec vous que ces 50 millions sont un minimum et que aller en dessous de ce montant-là serait extrêmement dommageable sur les travaux que nous souhaitons qu'elle mène. Enfin, sur votre troisième point, qui est l'intelligence artificielle, on a demandé à certains de nos services, en particulier au Commissariat général au développement durable, de nous faire des propositions sur un emploi plus important de l'intelligence artificielle. Je suis consciente qu'il ne faut pas rater ce tournant et je serai extrêmement preneuse de toutes les recommandations que vous pourriez nous faire dans ce domaine. Voilà pour cette première partie. Je laisse Mathieu répondre à la seconde. Merci, Monsieur le Président. Peut-être, Monsieur le rapporteur, sur la question du budget vert, pour vous dire que c'est un outil qui mérite, me semble-t-il, de pouvoir être consolidé en élargissant l'assiette des dépenses qui sont
examiné, qui représente aujourd'hui malheureusement une part minoritaire des dépenses de l'État. Pour vous dire malgré tout que sur ce champ, les dépenses favorables à l'environnement progressent de l'ordre de 2,1 milliards d'euros et celles qui sont défavorables à l'environnement régressent de 1,3 milliard d'euros. Et derrière votre question, il est important, je crois, de rappeler, comme vous l'avez fait, que le financement de la transition écologique est évidemment le fait d'une pluralité d'acteurs. Le document qui est annexé au PLF, la SPAFT, montre bien que sur 115 milliards d'euros nécessaires à la décarbonation, les crédits budgétaires, c'était de l'ordre de 15 milliards d'euros. Et donc, il faut mobiliser tous les financements possibles, à commencer par la réduction du soutien aux fossiles et à tout ce qui peut être brun. Après, si on regarde les choses dans le détail, ça suppose, mais vous le savez mieux que moi, d'aller toucher à des questions de fiscalité énergétique qui supposent, je crois, me semble-t-il, un accompagnement également dans la durée, mais qui sont, me semble-t-il, également vertueuses. En tout état de cause, cet outil du budget vert qui a été mis en place en 2019, sauf erreur, nous, on est à votre disposition pour voir comment on peut l'améliorer, en élargir l'assiette, passer plus de dépenses au tamis de l'évaluation environnementale, essayer de progresser ainsi dans la résorption des dépenses brunes. Merci. Je vais donner la parole à Sébastien Fagnas. Si vous avez plusieurs questions, vous annoncez à qui vous voulez la poser, pour que je ne vous redonne pas 2 fois ou 3 fois la parole. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre. Cela tombe bien, parce que j'en ai plusieurs, mais qui concernent vos différentes attributions ministérielles respectives. La première porte sur les agences de l'État, et je fais suite aux propos de notre collègue Guillaume Chevrollier sur cette question majeure, et qui, évidemment, ne peut pas être dissociée de ce que nous avons vécu ces derniers mois au sein de notre Chambre concernant la commission d'enquête sur les agences, opérateurs et organismes de l'État. 216 TP, tel qu'annoncé Madame la Ministre, ce n'est pas rien. Et si, en effet, des suppressions de postes ont eu lieu au sein de ces agences depuis plusieurs années, force est de constater, et c'est heureux, qu'une stabilité avait vu le jour en 2024 et en 2025, et que ces suppressions reprennent au moment où ces agences sont elles-mêmes particulièrement décriées. Si cela concerne exclusivement les fonctions support, je serais tenté de vous répondre que c'est un moindre mal. Néanmoins, nous n'en avons pas aujourd'hui la garantie. Il serait utile, en effet, que nous puissions être destinataires du détail des postes concernés par ces suppressions, car il ne s'agirait pas, à travers ces suppressions d'ETP, qu'il y ait une double peine pour les collectivités locales, elles-mêmes soumises à des réductions de ressources dans le cadre du projet de loi de finances, et qui viendraient subir un contre-coup supplémentaire avec un défaut d'ingénierie qui leur est particulièrement utile, notamment au moment où il nous faut amorcer la transition écologique dans nos territoires, et où le renouvellement municipal et communautaire sera l'occasion aussi d'amorcer des projets nouveaux. Pour le dire rapidement et avec une petite pointe de provocation, il ne s'agirait pas de vivre, après la commission d'enquête et ses perspectives budgétaires contenues dans le PLF 2026, une RGPP qui ne dirait pas son nom pour les agences de l'État. Ma deuxième question concerne le financement du recul du trait de côte. A été mis en concertation la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. La question de son financement est un serpent de mer, sans cesse évoqué, régulièrement annoncé, jamais acté. Et les élus, notamment les membres de l'Association nationale des élus du littoral via l'ANEL, ont fait part de leur scepticisme, c'est un euphémisme, quant aux pistes de financement qui semblent se dégager, puisqu'elles se borneraient à un recours aux outils de financement existants. Le fonds vert lui-même étant concerné par une baisse de ses crédits, après les baisses déjà vécues l'an dernier, l'inquiétude exprimée par les élus est tout à fait légitime quant au devenir de cette politique particulièrement sensible, bien évidemment, et fortement utile dans le cadre de l'aménagement du territoire national et singulièrement de son littoral dans le cadre de la prévention des risques, tel que l'évoquait tout à l'heure notre collègue Pascal Martin. Et enfin, ma dernière question
porte sur la pêche, Madame la Ministre, et notamment la menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur le port de Granville, dans le département de la Manche, premier port coquillier de France, dans le cadre des relations franco-jersiaises, puisque le déploiement et l'agrandissement des aires marines protégées dans le contexte post-Brexit que nous connaissons menace tout simplement l'existence des arts traînants et de la pêche artisanale telle que nous la connaissons sur le port de Granville. Et dans le cadre des négociations à l'œuvre avec les îles anglo-normandes, il existe là aussi un dispositif qui est prêt à être mis en œuvre, le CIVEP, le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, qui pourrait être de nature à fluidifier les relations diplomatiques franco-jersiaises et permettre d'envisager une sortie de crise pour les pêcheurs avant que nous n'envisagions la mort dans l'âme, un plan de sortie de flotte. Je vous remercie, Mesdames les ministres et Monsieur le ministre, pour les réponses que vous voudrez bien apporter à ces différentes questions. Merci. Je vais donner la parole à Denis Saint-Pé. Merci, Président. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la ministre Barbu, vous avez répondu à ce que je souhaitais être ma première question, à savoir le financement par les C2E du leasing social. Et vous avez précisé qu'était prévue une dotation de 400 millions d'euros. Ma deuxième question va porter sur une problématique de l'eau. Le changement climatique est lourd de conséquences vis-à-vis des enjeux de l'eau, tant en termes de qualité, vous l'avez souligné, que de quantité. Les premiers ministres successifs, Barnier et Bayrou, avaient souhaité s'emparer de ce sujet, confiant à la ministre qui vous a précédé la charge d'organiser des conférences de l'eau pour que les territoires puissent s'emparer du sujet, s'exprimer et faire des remontées sur leurs défis et leurs besoins en la matière. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette même démarche? Comment voyez-vous la gouvernance de l'eau en France et quelles sont, à votre avis, les urgences en la matière? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Oui, merci Président, Mesdames les ministres, Messieurs le ministre. Je vais aborder la transition à réussir vers l'économie circulaire. Alors dans le PLF, il y a le fonds économie circulaire, un levier essentiel qui était passé de 133 millions, si ma mémoire est bonne, en 2022 à 300 en 2024 et là devrait tomber à 100 millions. Certes, il y a le contexte budgétaire contraint, mais là, c'est notre performance économique, c'est notre autonomie stratégique qui se joue. Toutes les auditions qu'on a pu mener avec Marta de Cidrac dans le cadre de notre mission AGEC, ici, là et à Bruxelles, ont insisté sur la nécessité absolue de ne pas réduire les ambitions du pacte vert sur cet enjeu de circularité. En gros, on a des économies qui ont un taux de circularité qui stagne à 10%. Et l'empreinte matière par habitant, on est de l'ordre de 13 à 16 tonnes par habitant par an. Il faut la diviser par 2. Et Paul, si vous parliez du rapport du Haut Conseil pour le climat, pour le secteur des déchets, alors que pour les autres secteurs en général, c'est par 4 qu'il faut multiplier notre rythme de décarbonation. Pour les déchets, le Haut Conseil pour le climat nous le dit, c'est pas 29. C'est pas rien. Donc dans ces conditions, assécher l'effort du fonds d'économie circulaire, c'est totalement improductif, d'autant plus que moins d'efficacité circulaire, c'est en fait plus à payer. Ce n'est pas des économies budgétaires, mais c'est plus à payer, on le disait tout à l'heure, à l'Union européenne, au titre de la taxe plastique qui existe déjà, assise sur le plastique non recyclé, et ça sera pour 2028, pour la taxe, la nouvelle taxe qui s'annonce sur les déchets électroniques non collectés. Donc on a là une singulière économie budgétaire qui va directement contribuer à augmenter nos dépenses, puisque ces deux taxes, je le rappelle, se traduisent concrètement par une hausse de notre contribution budgétaire au budget de l'UE. Donc bien sûr, pour financer l'effort de transition, c'est le pollueur-payeur qu'il faut surtout actionner, et c'est les éco-contributions des REP, qui représentent aujourd'hui le quart des gisements actuels de déchets, qui sont couverts par la responsabilité élargie des producteurs. C'est aussi le fonds économie circulaire qu'il s'agit de renforcer et donc d'alimenter, avant tout par une TGAP amont sur tout ce qui n'éco-contribue pas et génère des déchets maltraités. Le Sénat l'avait d'ailleurs voté l'an dernier.
C'est une TGAP sur les éco-organismes qui n'atteindraient pas les objectifs précis de leur cahier des charges. Et dans ce sens-là, la nouvelle taxe sur les emballages plastiques va effectivement, qui porte sur les éco-organismes, va effectivement dans ce sens, et nos collèges députés se fourvoient là-dessus. Et pas du tout la TGAP aval qui impacte les collectivités en charge du service public des déchets qui pour l'essentiel, des collectivités qui pour l'essentiel ne font que payer les pots cassés de tout ce qui s'accumule par les manquements du système REP. Donc êtes-vous favorable à faire évoluer le PLF dans ce sens? Merci. Je fais la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Juste 2 questions, il pourrait y en avoir énormément, mais sur 2 politiques stratégiques qui ont émergé ces dernières années. Alors, sur ma prime rénov', donc j'ai bien entendu 1 milliard qui vont venir des C2E. Alors, si on a réfléchi, mais il y a une partie du budget qui n'est pas ici, donc je vois à peu près 700 millions par l'ANA en plus. C'est à peu près ça, pour arriver à 1,7 milliard, on est à peu près d'accord. Donc, on ne s'est pas trompé dans notre analyse du budget. Moi, je voudrais attirer l'attention sur le caractère absolument désastreux du stop and go de l'État sur ma prime rénov' ces dernières années, avec des changements de règles en permanence. Donc moi, ma question sur ma prime rénov', parce que je suis assez d'accord, ça rejoint la discussion de la table ronde précédente, qu'il faut aussi regarder l'efficience de l'argent public mobilisé. Je voudrais savoir si ça va être 2 dispositifs différents, parce que je trouve ma propre expérience, c'est d'être passé par les C2E pour mes pompes à chaleur. J'y suis pas arrivé moi-même tout seul. Donc, je me dis que c'est quand même compliqué. Donc, est-ce qu'on va faire 2 dispositifs, un sur les 700 millions de l'ANA et un sur le milliard, ou est-ce que tout ça va quand même être globalisé à un moment, alors que les C2E jusqu'à présent étaient en direct sur les particuliers? Et est-ce que vous pensez que dans ce cadre-là, on met enfin l'accent et la priorité sur ceux qui ont l'envie et les moyens de la rénovation, c'est-à-dire les classes moyennes, alors qu'il y a eu des choix absolument aberrants qui ont été faits ces dernières années de mobiliser totalement sur les ménages les plus précaires, mais qui n'ont pas les moyens, souvent même des 5-10% qu'il leur reste. Ce qui veut dire que c'est des classes moyennes qui ont besoin en fait d'accès au crédit, avec des banques qui ne le suivent pas, parce qu'elles sont déjà souvent, ces classes moyennes, au taquet de leur taux d'endettement, et qu'il faudrait là faire de l'ingénierie financière, plutôt des taux de garantie, des aides aux banques sur les dossiers, et on pourrait mobiliser beaucoup plus d'argent. Donc je vais totalement dans votre sens. Est-ce que vous avez matériellement, techniquement, le temps de remettre à flot le système MaPrimeRénov' pour qu'enfin ça fonctionne, puisque l'année, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé cette année, mais ça a été absolument désastreux. Et derrière, c'est quand même des milliers, des dizaines de milliers d'emplois d'artisans qui sont menacés. Hein. On n'est pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me répondre précisément, mais je vous alerte sur le fait qu'il serait bien qu'on sorte l'année prochaine avec quelque chose d'un peu stabilisé. Et comme vous avez maintenant 2 financements différents, et comme je connais la créativité de l'État pour des dispositifs extrêmement complexes, je reste un peu inquiet. Donc c'est plutôt une alerte, mais j'entendrai votre réponse avec plaisir. Le deuxième point, et je suis certain que vous avez eu un entraînement spécifique sur la question qui va suivre, c'est donc c'est évident, c'est donc cette réduction très forte du fonds vert. À 500 millions, est-ce qu'on est encore vraiment dans quelque chose d'efficient? On peut vraiment se poser la question, parce qu'on a divisé que par 4 quand même. C'est un fonds vert qui a vraiment aidé le bloc communal à évoluer sur la transition énergétique, et c'est un consensus entre nous. Arriver à 500 millions divisé par 100 départements, ça peut commencer à être extrêmement discutable. Ou ça veut dire qu'on revient dans ce que les communes détestent, c'est-à-dire un fonds un peu réduit et 10 dossiers pour 2 retenues. Et donc, on revient dans cet épuisement de l'appel à projet qu'on a tous dénoncé ici depuis des années. Mon petit doigt me dit que peut-être là, ça fait partie des choses qui sont données au Sénat pour qu'il rehausse l'enveloppe globalement et qu'on ait tous l'impression d'avoir gagné. Mais je m'en voudrais de faire des procès d'intention de ce type. Par contre, pour finir, Monsieur le Président, je voudrais avoir quand même la marque de l'intelligence artificielle en rodage qui a pondu le raisonnement sur la fin de la partie
donc du fonds territorial PCAET dans ce cadre-là. Parce que là, déjà, on divise le fonds, mais vous supprimez la partie la plus efficace du fonds. Bravo Bercy. On sait que Bercy n'en veut pas. C'est une vieille discussion entre nous. Le Sénat l'a voté à l'unanimité pendant 8 ans avant de l'avoir. C'est un amendement de Christine Lavarde la dernière fois qui a permis de l'avoir. Et alors là, inventer la phrase « Compte tenu de la possibilité de rendre prioritaires les projets des PCAET pour bénéficier de l'ensemble des mesures du fonds vert, n'est pas prévu à ce stade de reconduction de la mesure dédiée créée en 2025 », ça veut strictement rien dire. Et la personne qui a pondu ça n'a rien compris à ce fonds. Je ne cible personne en particulier, je ne sais pas qui ou a décidé ça. Mais nous, on a quand même les retours de terrain. On a les retours de... Je vous prends La Rochelle, puisque c'est un fonds qui ne fonctionne pas. On appelle à projet, mais c'est une somme connue par chaque EPCI, puisque basée sur le nombre d'habitants. Et La Rochelle, par exemple, avait la somme, a monté avec ça 8 projets, ça a bénéficié à 7 communes, et ça a payé la partie diagnostic de vulnérabilité liée à l'adaptation, puisque ça fait partie de ce qu'on doit avoir dans le PCAET. Donc là, et alors, en Loire-Atlantique, où la somme a été totalement aussi dépensée, ça a financé, par exemple, la mise à jour des futurs PCAET, notamment pour les petites communes avec peu d'ingénierie. Donc alors, avoir trouvé un argument aussi incompréhensible pour le supprimer, ça donne presque l'impression qu'il y a des gens, je présume à Bercy, je m'en voudrais de m'en prendre au ministère de l'Environnement avec qui je travaille souvent en très bonne intelligence, qui n'ont toujours, et que ce soit mis au compte rendu, strictement rien compris au film de la transition territoriale. Et j'espère, non, qu'on arrivera à le remettre, mais ça aurait été mieux quand même qu'on n'ait pas besoin d'y revenir pour la 11e année consécutive. Merci. Je voudrais compléter sur le fonds vert, parce que c'est très important. Le fonds vert, moi je crois que Ronan Dantec a vraiment raison sur l'histoire du fonds vert, et je voudrais attirer l'attention. Vous savez, quand l'État subventionne un projet dans une collectivité, c'est un projet qui peut engendrer derrière de la dépense de fonctionnement. Tandis que le fonds vert, c'est une aide et un accompagnement de la collectivité qui aura derrière pour effet de réduire la dépense de fonctionnement. Et c'est, tu as raison, et c'est vraiment très, 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 très important parce qu'on fait non seulement on fait des économies d'énergie, ce qui est bien pour l'environnement, mais aussi les collectivités. Alors bien sûr, il y a le delta de se dire, effectivement, l'emprunt qu'on a fait, il faut l'amortir sur 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais je veux dire, c'est super important, effectivement, ce fonds vert. Je vais donner la parole à Franck Dersin. Oui, 3 questions courtes, je vous rassure. Oui. Alors, le premier sujet, notre collègue Fernic en a parlé, vous-même, Madame la Ministre, à la fin de vos propos. Notre pays souffre donc d'un lourd déficit de collecte et de recyclage donc, des emballages plastiques. Les données publiées donc, par Eurostat le 22 octobre dernier montrent ainsi que la France est toujours parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne en matière de recyclage des emballages plastiques, à peine 25,7%. Cela a des incidences environnementales, économiques, double enjeu d'accès à la matière plastique recyclée par les industriels et de développement d'une filière française de recyclage, et financière, c'est-à-dire la France est la deuxième contributrice, vous l'avez dit tout à l'heure, à la contribution plastique européenne, 1,5 milliard d'euros par an. Donc, vous avez parlé d'instauration d'une taxe plastique dans le PLF. Alors, pourquoi, plutôt que des taxes, ne pas activer des leviers pérennes d'amélioration de la collecte pour recyclage, et notamment la fameuse consigne pour recyclage des emballages de boissons qui marche dans plein d'autres pays, et les pays nordiques, entre autres. Ensuite, vous avez, Madame la Ministre, d'ores et déjà rencontré le vendredi dernier, le 31 octobre, les représentants de la pêche artisanale française, et ils ont été d'ailleurs très sensibles à votre écoute. D'ailleurs, je préside les ports de Calais et Boulogne, donc je suis ces dossiers. Alors, je vais vous parler du maquereau. Le maquereau est en train de devenir un symbole d'une pêche à 2 vitesses, celle des États qui respectent les règles et celle de ceux qui pillent sans rendre de compte. Dans son avis scientifique du 25 septembre 2025, le Conseil international pour l'exploration donc, de la mer préconise une réduction de 77% donc, des quotas de pêche au maquereau commun pour l'année 2026. De fait, cet avis se base sur une diminution de 2 tiers de la biomasse du petit pélagique en 10 ans.
À Boulogne-sur-Mer, donc, premier port de pêche de France, le maquereau est la première espèce vendue en volume, 3 473 tonnes en 2024, et la deuxième en valeur. Donc, résultat attendu, une réduction drastique des quotas pour les pêcheurs boulonnais, pendant que les pêcheurs industriels non européens n'y seront pas astreints. Donc, une pêche durable, bien conçue, française et européenne, est possible, hein, je le pense, mais elle implique que les quotas soient respectés par tous. Donc, quelles mesures comptez-vous prendre en ce domaine? Dernière question. Je vous parle des 90 millions d'euros promis par l'ancien Premier ministre François Bayrou dans le cadre du CIMER. C'était le 26 mai dernier, mais je pense qu'on en a reparlé hier, et le président aussi, hein, et le souhait donc que j'ai à propos du fléchage, en tout cas d'une partie de la taxe carbone européenne vers la décarbonation du transport maritime. Donc ce matin, nous avons auditionné ici, dans cette même salle, le ministre des Transports qui a confirmé être en faveur du respect de cet engagement. Mais pouvez-vous, à votre tour, confirmer que vous êtes favorable au respect de cette parole donnée le 26 mai dernier? Voilà, merci. La parole est à Marta de Cidrac. Merci, Président. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, je souhaite pour ma part intervenir en qualité de présidente du groupe d'études économie circulaire. Nous observons que l'économie circulaire occupe une place importante dans ce projet de loi de finances 2026 et je souhaite revenir sur deux mesures en particulier, la trajectoire de la TGAP qui est proposée et la création d'une taxe plastique. S'agissant d'abord de la TGAP, l'augmentation prévue, qui porte notamment sur l'incinération, donne le sentiment que la finalité incitative initiale de cette taxe a cédé le pas à une logique avant tout budgétaire. Cette hausse interviendrait dans un contexte de forte tension financière pour les collectivités et le risque est grand qu'elle se répercute in fine sur le contribuable, sans véritable effet vertueux sur la réduction des déchets. Pour mémoire, l'incinération ou l'enfouissement des déchets restent les seuls exutoires pour des déchets n'ayant pas trouvé d'autre valorisation plus en amont dans la hiérarchie des traitements de déchets. Les collectivités et les opérateurs doivent souvent gérer un flux de déchets non recyclés, parfois non recyclables et non triés, sur lequel elles n'ont que très peu de marge de manœuvre, se retrouvant en bout de chaîne de traitement, d'autant plus que cette forte augmentation de la TGAP déchets entre 2020 et 2025 a été acceptée par les collectivités en échange de promesses de montée en puissance des filières REP, ce qui ne s'est pas beaucoup manifesté ces derniers temps. Donc, première question, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, avec cette nouvelle trajectoire d'augmentation, l'objectif environnemental de la TGAP s'éloigne, se perd au bénéfice d'un objectif clairement et purement budgétaire. Nous le confirmez-vous ou pas? Quelle est votre position là-dessus? La deuxième mesure pour laquelle je souhaite aussi avoir vos éclaircissements, c'est la taxe plastique, destinée à faire contribuer les producteurs d'emballage aux objectifs européens de collecte et de recyclage. On sait que la France verse chaque année près de 1,6 milliard d'euros à l'Union européenne du fait du poids trop élevé des plastiques non recyclés. Cela a déjà été évoqué par beaucoup de mes collègues. Cette taxe, dont le rendement restera sans doute modeste à court terme, vise à responsabiliser davantage les metteurs sur le marché. Mais les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ont mis en lumière des inquiétudes légitimes sur son impact potentiel sur la compétitivité de nos industriels, déjà soumis à une forte concurrence internationale. Donc j'aimerais recueillir votre éclairage sur cette taxe plastique. Comment garantir qu'elle ne fragilise pas nos entreprises tout en contribuant réellement à nos engagements européens? Et je terminerai enfin, Mesdames et Messieurs, quel enseignement tirez-vous des débats qui ont eu lieu donc à cette étape, autour du budget à l'Assemblée nationale, sur des sujets essentiels pour la réussite, évidemment, de notre politique d'économie circulaire? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Éric Gold. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse plus particulièrement, je pense à Madame la ministre chargée de la mer et de la pêche. On parle beaucoup de la fonte de la calotte glaciaire et des impacts sur le niveau des océans, avec en cascade une avalanche de répercussions sur les économies, les populations, les écosystèmes et plus globalement sur la biodiversité marine. Alors j'aimerais savoir, Madame la ministre, quelle est votre vision dans ces conditions pour la pêche, pour la mer et la pêche, et comment
votre ministère prépare-t-il, y compris dans cette période budgétaire, les conséquences de ces modifications pérennes? Et puis, quelles actions jugez-vous prioritaires à mettre en place pour préserver nos fonds marins, notamment dans un contexte de recherche de souveraineté alimentaire? Merci. La parole est à Nadège Havet, et puis après à Jean-Marc Delia et à Annick Girardin, s'il y a d'autres demandes de parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Monsieur le ministre, 3 questions. La première concernant la rénovation des écoles. Il y a quelque temps, il y avait eu un plan école où une rénovation de 10 000 écoles devait avoir lieu sur 4 ans. Je voudrais savoir si dans le budget, c'est encore prévu. Je voudrais m'associer aux interrogations de Sébastien Fagnan et de Franck Dersin concernant le recul du trait de côte. Étant finistérienne, nous avons tous vu passer les images de ces maisons détruites dans le sud Finistère avec un coût de... Les dernières maisons achetées vont être achetées 305 000 € la maison. Donc il faudra vraiment qu'on puisse se doter de fonds qui puissent aider les collectivités territoriales à pouvoir effectivement racheter le bâti pour pouvoir redonner à la nature les terrains qui ont été pris. Et puis, je ne peux pas conclure sans aborder la pêche. Effectivement, on va arriver en session d'hiver et il y aura de nouveau probablement la fermeture du golfe de Gascogne qui a un impact. Je voudrais savoir si vous allez réussir à obtenir de la Commission européenne qu'il puisse y avoir de nouveau des aides pour nos pêcheurs pendant cette fermeture du golfe de Gascogne. Et puis bientôt, vous allez travailler sur les TAC et quotas au mois de décembre et savoir évidemment à quoi on peut s'attendre et si un jour on arrivera à avoir des TAC et quotas sur 3 ans plutôt que année par année. Pardon, je vais donner la parole à Jean-Marc Delia. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaite poser plusieurs questions à Madame la Ministre Catherine Chabot, en ma qualité de rapporteur pour avis sur le transport maritime. Avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour votre nomination. Je me réjouis que la France dispose à nouveau d'un ministère dédié à la mer et à la pêche. À ce sujet, je souhaiterais savoir de quelle manière votre portefeuille s'articulera avec celui de Philippe Tabarot, ministre des Transports, s'agissant du transport maritime. Cette question préalable étant posée, j'aimerais vous interroger sur 2 points concernant le financement de la décarbonation du transport maritime, qui représente, je le rappelle, 3% des émissions à gaz à effet de serre mondiales. Ce sujet soulève des enjeux majeurs pour la filière et induit des besoins financiers colossaux, alors qu'un navire à carburant alternatif représente un coût d'acquisition de 30 à 50% plus élevé qu'un navire classique. Tout d'abord, j'ai également, comme l'a dit mon collègue Franck Dersin, interpellé Monsieur le ministre Tabarot à ce sujet ce matin. François Bayrou, alors Premier ministre, avait annoncé en mai dernier lors du comité interministériel de la mer que le produit du marché carbone européen issu de transport maritime serait mobilisé pour financer la décarbonation du secteur, soit environ 90 millions d'euros dès 2026. Pour quelles raisons le PLF pour 2026 ne comporte-t-il finalement aucune mesure en ce sens, et quelle serait votre position sur de tels amendements? Un dispositif de réduction fiscale, le suramortissement vert, existe depuis plusieurs années pour inciter les armateurs à acquérir des équipements de propulsion décarbonés pour leurs navires. On manque néanmoins de recul et surtout de données pour en évaluer l'efficacité et la portée concrète. Madame la ministre, quel bilan faites-vous de ce dispositif et envisagez-vous d'y apporter des évolutions? Quel regard portez-vous sur l'amendement adopté par les députés en première lecture lors de l'examen du PLF visant à majorer les taux de déduction fiscale pour l'acquisition d'équipements véliques pour les petites entreprises? Et ma dernière question, s'agissant enfin du budget des affaires maritimes, s'il augmente en 2026, il s'inscrit dans une trajectoire de baisse à horizon 2028 de l'ordre de 40 à 50 millions d'euros. De quelle manière cette diminution de crédit sera-t-elle ventilée entre les différentes actions du programme 205 et quels sont les dispositifs qui seront affectés? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre Girardin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, bienvenue.
très heureuse d'avoir à travailler avec vous tous. Mes questions sont plutôt tournées vers la mer. On sort des assises de l'économie maritime à La Rochelle. Le président de la République a fait une déclaration. Un certain nombre d'autres ministres se sont exprimés. Je pense que vous avez entendu les différentes inquiétudes. Je vais très rapidement venir dessus parce qu'elles font partie des autres questions. Et donc, juste rappeler ces inquiétudes et savoir comment, puisque vous êtes là maintenant depuis quelques semaines, vous avez appréhendé ces sujets et comment vous comptez évoluer sur celle-ci. La première question pour moi, c'est le suramortissement. Le suramortissement vert pour les projets véliques, il est pour moi extrêmement important. Et si certains doutent de l'intérêt de cette aide, il suffit de voir le néoliner Origine arriver au port de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis, au Canada et bientôt en retour à Nantes pour savoir que c'est extrêmement utile et qu'il va falloir effectivement que cette flotte s'agrandisse si on veut véritablement que ce soit des solutions. Donc c'était ma première question, inquiétude autour de cette aide de l'État et voir comment elle peut continuer à évoluer et effectivement voir avec l'Assemblée nationale et le Sénat comment on peut travailler le sujet. Ensuite, la réforme du verdissement plaisance, qui me semble être remis en question. C'est quelque chose sur lequel on avait largement avancé. Je voudrais juste avoir votre point de vue. Autre sujet, le FIM, le Fonds d'investissement maritime. Ce fonds, il a été créé pour rapprocher le ministère des Territoires, rapprocher le ministère des petits projets des territoires. Et je trouve que c'est regrettable de voir qu'aujourd'hui, il a disparu, ou alors qu'il est englobé dans le fonds vert, dont vous avez tous fait part de vos inquiétudes. Vous comprenez bien que ça double la mienne en termes d'inquiétude au final. Je voudrais maintenant aborder le petit sujet, ou le gros sujet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer, le pays de marins, avec un vrai souci, Madame la ministre Chabot, sur la pêche. Vous avez, alors, le ministère a diligenté une inspection générale pour faire le bilan de la stratégie pêche du territoire et relancer la nouvelle stratégie avec des crédits 2026, sauf que quand je regarde effectivement les montants, je me dis, alors quid de ce rapport en cours qui va vous être remis, sans doute à vous, puisque c'était Agnès Pannier-Runacher qui avait fait cette demande, donc je pense que ce rapport vous sera remis. Comment on le met en œuvre et comment on l'accompagne budgétairement, compte tenu des montants en énorme baisse, puisqu'on est sur du 205, affaires maritimes, pêche et aquaculture. Et plus largement, mesdames et messieurs les ministres, quand je regarde ce territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous savez que pour les Outre-mer, on a un document de politique transversale où chaque territoire est mentionné avec l'ensemble de ses budgets. Eh bien, rien que dans votre périmètre écologie, développement et mobilité durable, petit archipel, Saint-Pierre-et-Miquelon, on passe de 55,5 millions d'euros de soutien sur tous les périmètres du ministère, à 12,5 millions d'euros. J'ai vraiment une forte inquiétude sur la série de zéros qui est sur cette fiche et j'espère qu'on pourra très vite en parler et avant que le budget arrive au Sénat. Merci. Bien, je vous propose de répondre tout en sachant que je dois partir à 18h50. Donc si on peut répondre avant. Oui, je vais donner la parole à Marie-Claude. Si on peut répondre avant 18h50, sinon je passerai la présidence à Martha de Cidrac. Marie-Claude. Je rebondis un peu sur ma prime Rénov' parce que ce que je vis dans mon département, qui est le seul délégataire de l'aide à la pierre sur le territoire, nous inquiète un peu. Simplement pour illustrer, nous avons à ce jour 177 dossiers de propriétaires occupants et 11 dossiers de propriétaires bailleurs concernés qui ont été accompagnés par ce qu'on appelle des MAR, des Mon Accompagnateur Rénov'. Vous savez, quand on a massifié la prime Rénov'. Et ce sont des MAR frauduleux. Et sur ces dossiers, ça représente 8,5 millions d'euros de subventions, de fraude. À ces 188 dossiers s'ajoutent ceux pour lesquels nous avons plus qu'une forte suspicion de fraude, mais qui ne sont pas dans la liste de l'ANA centrale. Donc il y en a pour un peu plus de 4,2 millions d'euros. Et il est clair que ces dossiers, faute de preuves, nous n'aurons pas d'autre choix que de les subventionner. Je crois que c'est un sujet dont vous devez vous saisir, Madame et Messieurs les ministres, parce que sur le terrain, ça représente des sommes importantes, vraiment. Alors, moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que, effectivement,
On a un sondage Ipsos qui est sorti et qui dit que 89% des Français disent leur inquiétude face à l'aggravation de la crise climatique. C'est une question qui dépasse largement les clivages partisans. Mais quand même, il y a un fait qui est là, c'est que le Haut Conseil pour le climat s'alarme de la dérive de la politique climatique, puisque cette année, en 2025, les gestes ne baisseront que de 0,8%. Alors, bon, j'ai bien noté l'engagement l'engagement des 90%, mais cette année, il faut savoir que ça ne sera, je ne vais pas quand même vous le préciser, vous le savez, que 0,8%, ce qui questionne l'atteinte effectivement de nos objectifs. Alors bon, je ne me réjouis pas moi non plus de la baisse de la prime Rénov' donc et du fonds vert, mais je me rappelle quand même que la rénovation ce fonds vert qui, pour la moitié de cette enveloppe, servait aux petites communes, notamment pour isoler un gymnase, une école, renaturer le centre-ville. C'était un crédit important pour nos petites communes. Je rappelle aussi que la rénovation des bâtiments scolaires, elle a été identifiée en son temps par le président de la République comme l'une des priorités de la planification écologique. Alors voilà, les RGA, c'est un sujet qui est très important aussi sur mon territoire, mais je voudrais surtout rappeler ce que le président de la Cour des comptes nous a dit récemment, à savoir que nous étions devant un mur d'investissement et que 1 euro investi, c'est 3 euros de dommages évités. Alors, il nous faut 100 milliards d'euros supplémentaires chaque année en matière d'investissement public pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, il faut trouver les moyens d'agir, et c'est possible en créant des recettes vertes, en faisant contribuer les acteurs économiques les plus aisés, les plus polluants. Et moi, bien évidemment, je me permets de rappeler que le bénéfice du CAC 40 atteint 135 milliards d'euros en 2024. Et que, par exemple, pour ne donner qu'un exemple, les armateurs, par exemple, profitent d'une niche fiscale taillée sur mesure. Ils sont imposés en fonction du tonnage transporté et non de leurs bénéfices. Donc le manque à gagner pour l'État, pour les 2 dernières années, s'élevait à 9 milliards d'euros. Voilà bien des recettes qu'on pourrait aller chercher. Les Français, ils ne rejettent pas la transition écologique. Ce qu'ils refusent, ce sont les politiques jugées injustes, technocratiques ou déconnectées. Merci beaucoup, chers collègues. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'était la dernière question, donc... Bah, écoutez... Non, pardon. Alors, je propose à ce moment-là à ce que Madame la Ministre, Mesdames les Ministres et Monsieur le Ministre répondent au fur et à mesure des questions qui ont été posées. Madame la Ministre a une contrainte, je crois, d'horaire, donc on ne lui en voudra pas si elle est succincte dans ses réponses. Alors moi, je vais être extrêmement succincte parce que je vais passer la parole aux 2 autres ministres. Mais effectivement, ça serait bien qu'on puisse répondre en bloc, je crois. Juste pour finir, simplement sur la question des ETP, puisque c'était la suite d'une autre des questions. Je tiens quand même juste à mettre 2 chiffres. On parle de 216 équivalents temps plein qu'on va supprimer. Sur un plafond d'autorisation d'emploi de 34 243. Donc, je n'ai pas l'impression non plus qu'on nous demande un effort extraordinaire à employer. Je pourrais vous donner le détail, je ne vais pas vous le faire là tout de suite, mais franchement, on est sur l'épaisseur du trait en ce qui concerne les emplois qui nous ont été demandés de supprimer comme participation à l'effort global de l'État et des dépenses de l'État. Voilà, juste un autre sujet que je voulais aborder, mais très rapidement. Je ne sais plus qui a parlé de consigne. Alors, la consigne sur le plastique, c'est un vaste sujet. Quand je suis arrivée au ministère, j'étais contre. D'accord ? Il y a 3 semaines. Donc. Voilà, il y a 3 semaines. Ensuite, j'ai discuté avec les gens de mes équipes et ils m'ont convaincu que c'était une bonne idée. Ceux qui sont derrière vous, là. Attendez. Et puis, je suis venue ici en visite et vos collègues m'ont convaincu que non, c'était pas une bonne idée. Donc, j'en suis
toujours à un certain nombre de questionnements. Et pour être très honnête, terminer mon histoire, j'ai rencontré l'ancien ministre Jean-Louis Borloo et il me dit « Tu régleras pas cette affaire parce que en fait, l'État français n'a toujours pas décidé, enfin la France n'a toujours pas décidé de savoir si elle voulait être un État centralisateur ou un État décentralisé. Et donc, tant que cette décision n'aura pas été prise, on est dans des questions très compliquées. Pour la faire rapidement, en Allemagne et dans tous les pays où il y a de la consigne, le système à la base, c'était pas de confier le tri des ordures ménagères aux collectivités locales. Ça a été immédiatement mis dans le secteur privé. Nous, on a dit à nos collectivités locales, vous allez investir, faire de la poubelle jaune. La seule chose qui est un petit peu rentable dans la poubelle jaune, ce sont les bouteilles en plastique. Si on retire cet aspect-là, qu'est-ce que nous allons dire à ces collectivités? Par ailleurs, vos collègues sénateurs m'ont aussi dit, et puis quid des tout petits commerces dans un certain nombre de collectivités? Parce qu'elles n'auront jamais les machines pour aller mettre les bouteilles, et donc le peu de gens qui achètent vont peut-être arrêter d'acheter et aller en grande surface pour récupérer leurs 20 centimes. Donc j'en suis là de mes réflexions sur les avantages et les coûts. Alors moi qui habitais longtemps en Allemagne, en même temps j'ai vu ce que c'était. Et quelque part, ça avait aussi un aspect un peu social, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui jetaient leurs poubelles exprès. En fait, on les posait à côté des grandes poubelles et on le faisait exprès parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui venaient ramasser et qui, quelque part, repartaient tous les jours avec des sacs pleins de bouteilles à ramasser. Donc, j'ai toujours les deux parties de l'équation et je trouve que c'est un peu compliqué d'y répondre comme ça. Voilà. Je suis d'accord, c'est parfait. Alors, je vais peut-être passer la parole à Catherine Chabot, qui ne s'est pas exprimée, qui va vous répondre à l'ensemble des questions mer pêche. Oui. Et enfin, Mathieu Lefebvre, qui est un artiste, qui répondra à l'ensemble des questions très, très rapidement. Merci, Madame la Ministre, et merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, très heureuse, enfin les sénateurs et les sénatrices, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, très fière d'incarner ce ministère de la mer et de la pêche, très fière que la France ait choisi d'avoir à nouveau un ministère de la mer et de la pêche, comme vous l'avez souligné, très fière d'être ici dans la continuité d'Annick Girardin, qui a si bien incarné la fonction pendant plusieurs années. Mais aussi, avant la mer et la pêche, Annick Girardin a également incarné les Outre-mer, et ce sont des sujets qui sont liés. Peut-être, je vais essayer de... Il y a beaucoup de questions, j'en suis très heureuse. Beaucoup de questions sur la mer, sur la pêche, sur le transport maritime, sur... peut-être vous dire en introduction que j'ai avec l'équipe travaillé sur... la construction, la vision stratégique. Moi, je suis absolument persuadée, je n'ai pas été que navigatrice. Depuis 20 ans, je suis engagée sur la mer et sur le littoral. Et j'ai vécu, il y a 15 ans, le Grenelle de la mer, qui a été un moment absolument formidable où la communauté maritime française, vraiment tous les acteurs, de la science à l'industrie, en passant par les ONG, les syndicats, les entreprises, les institutions, a fait ce constat collectif que la mer était l'avenir de la Terre et que la France avait un avenir avec la mer. Et la France est peut-être le deuxième espace maritime au monde, mais je pense que la France n'est pas encore la deuxième puissance maritime au monde, et que mon ambition est de renforcer, de faire de la mer une priorité pour la France, une priorité politique. Et comme j'ai pu le faire comme députée européenne, j'ai vraiment porté cette idée pendant mon mandat européen, et j'ai été l'un des artisans de ce pacte européen pour l'océan. Donc une fois que je vous ai dit ça, alors je vais répondre à vos différentes questions, peut-être en commençant par les sujets pêche, et j'attaque directement dans le dur. C'est pas forcément le sujet le plus facile, la pêche, au regard
des formidables pressions qui s'exercent sur le métier. C'est vrai qu'on focalise beaucoup sur l'impact que les pêcheurs peuvent avoir sur les écosystèmes marins côtiers, mais si vous saviez la multiplicité des impacts que eux subissent et des pressions que eux subissent depuis longtemps, ils sont eux-mêmes les victimes collatérales des pollutions qui viennent de la terre, qu'elles soient les pollutions diffuses ou plastiques. Et ça, si on veut les faire, eux, bouger dans leurs activités, il faut aussi leur montrer qu'on va réduire les pressions qui s'exercent sur l'océan. En ce moment, pour avoir beaucoup discuté ces derniers temps avec eux, ils constatent depuis 5 ans, que ce soit la pêche ou la conchyliculture, l'aquaculture, un réchauffement qui s'accélère, un réchauffement de l'océan qui s'accélère, avec une migration des espèces qui disparaissent, d'autres qui arrivent, des espèces invasives. Alors les scientifiques que j'ai pu interroger sur ce sujet, notamment en Méditerranée, disent parfois il va falloir que les pêcheurs, regardez quelles sont les espèces que nous pourrons commercialiser. C'est vrai que ce sujet du maquereau interroge beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, le maquereau, c'était une espèce qui n'était pas fragilisée. Aujourd'hui, moins 70%, ce sont les demandes des scientifiques. Hein. C'est extrêmement violent pour les pêcheurs. Et notamment, et alors, quand on regarde la pression que des pays tiers comme la Norvège, les Féroé, le Royaume-Uni mettent avec plusieurs milliers de tonnes, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez impressionnant. Donc il y a déjà une action à la fois diplomatique qui est engagée par la France vis-à-vis de la Norvège. J'en parlais encore hier avec le président de la République qui est intervenu aux assises de l'économie de la mer. Moi, je vois le commissaire Cadiz le 14 novembre prochain et également en bilatéral, et je le vois aussi à l'occasion du Conseil Agri-Pêche du 17. Il va falloir que la Commission européenne actionne on va dire, les moyens qu'elle a pour faire payer, demander à la Norvège de payer, mais aussi il y a une action à mon sens diplomatique aussi à avoir vis-à-vis de ces pays, en tous les cas, et j'ai prévu le 17 à l'occasion du Conseil d'avoir un échange avec mon homologue britannique aussi sur ce sujet, avec elle aussi un échange concernant le sujet qui était évoqué par le sénateur Fagnan en Manche. Puisqu'il y a, j'ai rencontré plusieurs représentants de la pêche et la conchyliculture en Normandie récemment. Et il est vrai que pour eux, ce qui est assez violent, c'est à la fois le développement de l'éolien offshore, la création de ces aires marines protégées au sud des îles britanniques, que moi je vois plutôt d'un bon œil, mais en même temps ça réduit terriblement leur zone de pêche. Et donc sur ce point-là, je vous assure qu'on sera très vigilant à protéger les eaux. Et Jersey et le Royaume-Uni donc ont annoncé effectivement ces nouvelles aires marines protégées. Je vous assure, moi je suis tout à fait favorable à une approche équilibrée et à prendre en compte les impacts socio-économiques qui affectent ces pays-là. Donc sur le maquereau, je vous ai répondu. Sur la balance commerciale évoquée par la sénatrice Havet, merci. Alors c'est vrai que ça paraît complètement un peu fou, avec 11 millions de kilomètres carrés de mer, qu'on ait une balance commerciale sur la pêche aussi déficitaire de 5 milliards d'euros, comme vous l'avez souligné. Et je pense qu'avec des produits d'importation qui représentent 80% de ce que nous consommons, et là, je pense qu'il va falloir agir. On a plusieurs moyens d'agir, notamment au travers du contrat stratégique de filière signé au Salon de l'Agriculture en présence du président de la République et qui vise à garantir plus de souveraineté alimentaire, répondre aux attentes aussi des consommateurs, renforcer la gouvernance de la pêche. Moi, je tiens à vous souligner que je souhaite, de ce point de vue-là, aussi mobiliser les consommateurs sur une consommation de nos produits, de notre pêche française.
J'en ai discuté notamment avec mon collègue Serge Papin du commerce, de l'artisanat, etc. Et également avec ma collègue de l'agriculture qui travaille sur une feuille de route sur la souveraineté alimentaire. La pêche et l'aquaculture seront au menu de ces discussions. Continuons sur la pêche avec, cher Annick Girardin, le plan pêche pour Saint-Pierre et Miquelon, présenté en 2021, qui vise à rassembler les outils de connaissances nécessaires au développement d'un secteur qui est historiquement le fondement de l'économie de l'archipel et l'une des rares opportunités de création de valeur avec l'archipel. On peut dire aussi qu'aujourd'hui, avec l'escale du Néoliner, dont vous êtes la marraine, ça peut aussi ouvrir le secteur du tourisme. Ce plan est doté de 800 000 euros pendant 4 ans, dont 300 000 pour le volet scientifique. Alors, pour être très honnête, Madame la sénatrice, je n'ai pas encore reçu le rapport, donc on en reparle très très vite. Je vais l'analyser avec les équipes, mais j'y serai très très attentive et je vous propose qu'on en reparle ensemble. Sur les cétacés, alors qui a été évoqué par Madame Saint-Pé dans le golfe de Gascogne. Il faut rappeler que ces mesures ont été prises à cause du constat des scientifiques. Et dès 2022, le gouvernement a déployé un plan d'action. Le plan prévoyait d'expérimenter à grande échelle l'installation de dispositifs techniques, vous savez, visant à éloigner à la fois des pingers et à la fois des caméras pour suivre l'évolution. Et en fait, le plan, alors qui a été aussi doté, puisque le secteur a été soutenu à hauteur de 21 millions d'euros, on constate qu'une forte réduction significative de la mortalité des dauphins communs. Voilà. Et effectivement, je suis bien consciente que les entreprises locales de la filière de la pêche sont directement touchées, mais vraiment, je pense que l'État accompagne vraiment le secteur. Et voilà, un rapport va être à nouveau détaillé sur les derniers comptages et on en saura plus. Sur la question du sénateur Gold, alors je suis très heureuse sur les conséquences des fonds de glace, etc. Très heureuse qu'un sénateur du Puy-de-Dôme s'intéresse à la mer. Moi, je trouve ça formidable, moi qui essaie de faire... Voilà, formidable. Oui, alors peut-être que le Puy-de-Dôme sera une île d'ici quelques centaines d'années, enfin j'espère pas quand même. Donc effectivement, on constate, je l'ai dit tout à l'heure, un réchauffement de l'océan, une fonte des glaces, et c'est vrai que l'adaptation au changement climatique est un pilier essentiel de la planification écologique. C'est tout le sens du 3e plan national d'adaptation au changement. Et que sur la question spécifique de la fonte de la calotte glaciaire, c'est un défi majeur pour l'océan, avec, je l'ai dit tout à l'heure, la disparition de certaines espèces, etc. Je pense qu'il faut, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, regarder véritablement les conséquences. Alors, j'évoquerai aussi les phénomènes météorologiques extrêmes que vous n'avez pas évoqués, qui ont aussi des conséquences. On en discutait avec les pêcheurs pas plus tard qu'hier à La Rochelle, au moment des assises de l'économie de la mer, parce que quand on regarde les impacts éventuellement des dragues sur les fonds dans le parc national des estuaires et des pertuis, ils disent eux-mêmes, et je trouve de manière assez pertinente, que quand vous avez des phénomènes météorologiques extrêmes, vous pouvez avoir un bouleversement des fonds marins aussi dû à des vagues de fond, etc., etc. Et je pense qu'on manque véritablement on doit renforcer la connaissance sur ces impacts de manière à pouvoir engager et savoir dans quelle direction la
la pêche doit entrer en transition, parce que je pense que la pêche, c'est vrai que dans cette fait partie, enfin la transition de la pêche, comme la transition du transport maritime, comme la transition de la plaisance, sont des enjeux majeurs de la planification de la mer et du littoral. C'est d'ailleurs cette planification est l'un des 3 axes de la politique que je souhaite engager sur la mer et le littoral, avec l'idée, avec cet autre axe qui est la régénération des écosystèmes marins et côtiers. Je pense que avec ma ministre de tutelle, avec Monique Barbu, avec Mathieu Lefèvre, je souhaite vraiment qu'on travaille sur la diminution des pollutions telluriques qui vont à la mer. Avoir cette approche grand cycle de l'eau qui est au cœur du pacte européen pour l'océan, identifier quels sont on a vraiment des bombes à retardement sur le littoral avec des stations d'épuration qui ne sont pas forcément aux normes, etc. Avec des impacts aussi, des phénomènes de norovirus qui ont des impacts sur l'aquaculture, la conchiliculture. Voilà, le 3e axe du reste de cette action que je souhaite porter concernera la maritimisation, la sensibilisation, dans la continuité de ce que vous avez pu engager il y a quelques années. Je vais poursuivre sur l'ETS. Vous m'avez interrogé sur le suramortissement vert et tous ces sujets fiscaux. Alors déjà, sur le suramortissement vert qui a été évoqué à la fois par le sénateur Gillet de la Gironde, mais aussi par Annick Girardin, c'est un engagement du 6 mai 2025 pour renforcer le dispositif et en bénéficient notamment les TPE et les PME. Et je pense en particulier, on l'a évoqué, la filière vélique, naissante et prometteuse. Vous savez que c'est une filière que j'ai beaucoup soutenue, que je soutiens depuis plusieurs années, notamment comme députée européenne. Je vais... Voilà, et je crois qu'il va y avoir des amendements qui ont été, qui ont été portés là-dessus. Moi, je soutiendrai ce maintien du suramortissement vert. Le verdissement de la plaisance aussi, c'est un objectif du gouvernement qui est matérialisé dans le CIMER et qui se traduit par une réflexion sur l'évolution de la team-up, cette fameuse taxe sur les embarcations, et qui permettra à la fois de la verdir, de la rendre plus juste, et aussi de générer des recettes fiscales, comme vous le savez, qui seront bénéfiques et qui permettent de financer le Conservatoire du littoral, mais également la SNSM, etc. Sur les rétablissements du fonds d'intervention maritime. Alors, il existe bien dans le fonds vert. Je partage cet avis de rendre visibles les fonds qui peuvent financer, on va dire, toute la transition de la mer et du littoral. Donc, je serai vigilante, Madame la sénatrice, sur son usage. Quant à l'ETS, moi, j'avais moi-même proposé son fléchage vers la transition et le soutien du secteur. Pour tout vous dire, je continue vous savez qu'il y a des amendements dans ce sens. J'ai alerté le Premier ministre, j'ai alerté toute l'équipe, Bercy, etc. Et je serai attentive mais je crois qu'il faut porter sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que il faut regarder, à mon sens, ce qui pourrait paraître comme un nouveau soutien en dehors des taxes au tonnage, etc., au secteur du transport maritime. Je pense que, objectivement, ça peut être regardé aussi comme une amorce de cette transition, comme un soutien au vélique, comme un soutien au développement économique des territoires, puisque cette transition de la mer, du transport maritime, qui est assez important, il va falloir qu'il décarbone de 90% à la flotte d'ici 2050. On voit aujourd'hui, j'en ai encore discuté avec les acteurs hier, un développement sur les ports, parce qu'il va falloir, si on veut que les navires fassent escale dans nos ports de commerce, il va falloir envisager le soûtage dans les ports. Donc on peut imaginer tout un tas de solutions, et la filière a identifié un certain nombre de solutions. Donc je pense qu'il y a un effet vertueux
de relance de l'industrie navale française et européenne au travers de ces fruits de l'ETS, sachant qu'en plus ils vont grimper hein, dans les années qui viennent, et bien, sachant aussi qu'il y a une partie qui revient directement dans les caisses de l'État. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je pense, j'ai été assez longue. Vous avez compris que je serai attentive au soutien et à la transition de la filière, mais aussi à la préservation de la mer et du littoral. Juste pour conclure, en 2018, moi j'ai lancé un appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Je pense que la sauvegarde de l'océan, et le sénateur Dantec connaît mes engagements sur le sujet, est de longue date. Et je pense que c'est de notre responsabilité collective, mais aussi individuelle. J'aimerais élargir cette initiative, La mer commence ici, qu'on a pu voir émerger dans différents territoires. Et je vous invite dans vos territoires, à l'intérieur des terres, et notamment dans le Puy-de-Dôme, nous pourrions envisager d'avoir des plaques « La mer commence ici ». Merci de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Alors peut-être dans le désordre, sur la question du fonds vert, Monsieur le Sénateur Dantec, d'abord, je pense qu'on peut se réjouir qu'il y ait une enveloppe dédiée. C'était pas forcément gagné compte tenu des discussions qu'on avait pu avoir à l'été. Il y avait un risque en effet que le fonds vert soit fondu dans la DSIL et la DETR. Et la ministre Barbu l'a rappelé, il est vrai que le contexte électoral de l'an prochain justifie pour partie la réduction de ces crédits. S'agissant des fonds dédiés au développement des PCAET, je sais que c'est un engagement du Sénat de longue date, encore une fois, de la ministre également, et du Sénat de longue date. En tout état de cause, comme vous le savez, monsieur le sénateur, ce projet de budget, c'est un point de départ. Voilà. Et donc, le gouvernement est évidemment attentif à toute forme de compromis, si tant est que l'on respecte évidemment les engagements budgétaires finaux de la France, avec peut-être cette petite réserve que sur les crédits qui sont dédiés au PCAET, il faut aussi qu'on soit en capacité d'avoir un regard sur sur la façon dont sont utilisés ces crédits. Et le retour sur expérience aujourd'hui n'est peut-être pas suffisamment important. Je crois qu'il y a la moitié des crédits qui sont versés, puis une autre moitié. Peut-être qu'on peut essayer de progresser en ce sens. Sur la question de ma prime rénov', monsieur le sénateur, ce qui est visé pour l'an prochain, c'est une stabilité globale des crédits, avec quand même un peu plus de souplesse offerte notamment par le recours au certificat d'économie d'énergie. Parce que la difficulté qu'on a connue cette année, c'est qu'une dépense de guichet, si on arrive au bout des crédits, on a mécaniquement un moment où on doit arrêter les crédits. Et je vous rejoins, monsieur le sénateur, ça n'est en effet pas heureux. À l'instabilité réglementaire se surajoute une instabilité budgétaire. Donc le mécanisme qui est mis en place pour l'an prochain, avec par ailleurs une stabilité du budget de l'ANA à 4,6 milliards d'euros, devrait permettre d'y procéder, en sachant évidemment, comme vous le savez, que le projet de loi de finances prévoit un recentrage à la fois sur les ménages les plus modestes et sur les logements les plus énergivores. Sur la question, monsieur le sénateur Fernic, dont je vous remercie avec madame la présidente de Sidrac de votre engagement sur l'économie circulaire, le fonds économie circulaire, il est vrai, est en recul, puisqu'il était, comme vous l'avez rappelé, à 300 millions d'euros il y a quelques années. Mais c'était aussi un moment où le fonds était en amorçage. Et le fonds n'a pas vocation à se substituer au REP et n'a pas vocation à substituer à la rationalité économique qui est fournie par les REP. Mais là encore, monsieur le sénateur, c'est un point de départ et le Sénat amendera ce texte. Mais ce que je veux rappeler malgré tout, c'est qu'il est important que le financement du bout de chaîne ne soit pas fait par l'État, mais par les metteurs sur le marché, essentiellement. De la même manière que sur la question de la taxe plastique, alors il y a des avis divergents, et d'ailleurs à l'Assemblée nationale le débat, mais c'est un sujet difficile, donc et la représentation nationale est libre d'avoir évidemment ses avis. Le mérite de cette taxe, c'est aussi de peser sur les éco-organismes et donc sur le début de la chaîne.
étant entendu, Madame la Présidente, que la trajectoire est modeste au début, 30 € la tonne par rapport à 800 € la tonne, et par rapport à une contribution au budget de l'Union européenne qui est absolument considérable, étant entendu que l'intégralité de la taxe n'est pas mise en œuvre dès l'an prochain. Et donc, moi, je ne crains pas le risque d'un report sur l'activité ou sur le consommateur final, dans la mesure où on peut considérer que cette taxe, elle est neutre du point de vue des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que ce qui sera payé ici ne sera pas payé in fine par le contribuable par le truchement de la taxe. Bon, maintenant, encore une fois, c'est là encore un point de départ. Et sur la question de la TGAP, moi j'ai bien conscience, Madame la Présidente, que c'est assez injuste vis-à-vis des collectivités, la TGAP, dans la mesure où ça pèse sur les consommateurs finaux. Cependant, le point d'équilibre qui a été trouvé en entrée de budget, c'est une augmentation modeste de la TGAP pour maintenir son caractère incitatif, tout en essayant de compenser pour les collectivités avec une baisse du taux de TVA sur le tri et la collecte, en maintenant par ailleurs l'effort qui avait été fait dès 2018. Et donc, le point d'équilibre, c'est une forme de neutralité entre la hausse de la TGAP et ces deux mesures qui représentent de l'ordre de 160 millions d'euros par an. Sur la question du recul du trait de côte, et notamment la sénatrice vous l'avez évoqué, l'État finance aujourd'hui d'ores et déjà pour partie la cartographie, les éléments d'études, d'ingénierie. Le fonds Barnier prend en charge le risque quand il est avéré, si j'ose dire. Maintenant, il est évident que les dépenses qu'on va devoir engager collectivement pour faire face au recul du trait de côte sont importantes. Mais je pense que pour trouver une solution, il faut d'abord, mais ce n'est pas aux sénateurs que je vais le dire, vous en avez bien conscience, que les communes du littoral soient les premières en ligne, si j'ose dire, dans son financement. Non pas que tout le financement repose sur celle-ci, mais qu'elles agréent le schéma de financement que vous voudrez bien trouver. Et deuxièmement, qu'on sache exactement quel est le montant qui est à financer. Après, il y a différents vecteurs. Ça peut être des crédits budgétaires, compte tenu de la situation budgétaire, c'est peut-être pas le plus évident, mais le Sénat fera ses choix. Il y a les vecteurs de fiscalité, avec là deux sous-options. Est-ce qu'on fait peser sur la fiscalité nationale? Est-ce qu'on fait peser sur la fiscalité locale? Voilà. Moi, je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on puisse instruire les différents scénarios. En premier lieu, donc pour un, objectiver le besoin, et deux, essayer de voir ce qui est le moins distorsif pour les collectivités et pour les contribuables. Et ça me permet de rebondir sur la question, pardonnez-moi, que vous avez posée sur le fonds vert pour le bâti scolaire. Vous l'avez posé également sur le sénateur Dantec. C'est évidemment une des priorités du fonds vert, parce que c'est à peu près un quart des dépenses du fonds vert. Et moi, mon intuition, c'est que on doit laisser un peu plus de souplesse au préfet s'il y a de bons dossiers dans le bâti scolaire, pour pas qu'il y ait un pilotage en silo, en sachant quelle action du fonds vert a été réalisée, ce qui conduit parfois les préfets à devoir reporter leur financement sur des projets, je ne dis pas qui sont moins bons, mais qui seraient peut-être moins prioritaires que la rénovation de là où se trouvent les enfants de la République. Est-ce que j'ai oublié les questions? Pardonnez-moi. Peut-être sur la consigne, la ministre a répondu. Madame la sénatrice Varia, sur la question des dépenses fiscales, je l'ai dit, c'est un débat qui peut avoir lieu évidemment naturellement dans le cadre du projet de loi de finances. Et il est évident que si on veut réduire les dépenses qui sont dites brunes, il faut réduire à la fois les dépenses fiscales et les dépenses budgétaires, avec naturellement, me semble-t-il, un accompagnement des entreprises concernées pour ne pas que ça nuise ni à l'emploi ni à la compétitivité de notre pays. J'espère ne rien avoir oublié. Excusez. Le sénateur Dersin, la ministre, vous a répondu. Je crois que je n'ai rien oublié, Madame la Présidente.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Comme vous l'avez dit vous-même, je pense qu'il y a un certain nombre des sujets sur lesquels vous avez répondu et nous vous en remercions, mais qui feront sans doute l'objet de débats encore, évidemment, à l'occasion de l'examen du texte, parce que vous vous en doutez bien, on ne va pas repartir dans des échanges, mais il y a quelques réponses sur lesquelles nous souhaiterions revenir, bien évidemment, en tant que sénateurs, parce que, je ne vais pas le dire, que vos réponses étaient insatisfaisantes, mais je crois que le débat mérite de se dérouler, que ce soit en commission ou que ce soit évidemment en séance publique. En tout cas, merci beaucoup aux collègues qui sont restés jusqu'au bout de cette audition qui a été un petit peu longue. Premier exercice pour vous, mais merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour nous, c'est précieux. Et écoutez, nous sommes bien évidemment aussi à votre disposition. Vous avez dit que vous étiez à la nôtre, mais nous le sommes aussi également pour pouvoir échanger sur ces sujets qu'ici, dans cette commission, nous considérons comme très importants. Merci à vous. Bonne soirée à tous.